3h45 sur Public Sénat. Bonjour, j'ai invité cette semaine Christophe Bourseiller qui analyse l'importance et l'influence des contre-cultures et Camille Peugny qui regarde la permanence de la reproduction sociale dans la société française. Christophe Bourseiller, bonjour. Bonjour Jean-Marie Colombani. Merci d'être là. Merci à vous. Vous pilotez avec Olivier Penaud-Lacassagne un ouvrage collectif édité par les éditions du CNRS qui s'appelle Contre-culture. Contre-culture au pluriel, on va essayer de comprendre de quoi il retourne. Auparavant, je voudrais rappeler que vous êtes vous-même journaliste, écrivain et que vous avez notamment écrit sur l'extrémisme. Oui. Donc extrémisme, contre-culture, oui. Il y a évidemment des frontières qui peuvent être poreuses. Alors les contre-cultures, c'est un phénomène qui est, j'allais dire, dans l'esprit public, plutôt lié aux années 68-70. Oui, c'est un peu une méprise, c'est-à-dire que lorsqu'on emploie ce terme de contre-culture, et d'ailleurs c'était un défi que je me suis assigné, on va tout de suite penser aux hippies, aux enfants fleurs, à Scott McKenzie, vous vous souvenez peut-être, les Rolling Stones, les Pink Floyd, enfin toute une époque finalement révolue, et on va se dire ah bah c'est un livre de nostalgique de cette époque révolue. Et pas du tout. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Je me suis dit, on s'est dit avec mon camarade Olivier Penaud-Lacassagne que les contre-cultures, c'était peut-être quelque chose qui était récurrent dans notre société moderne. C'est-à-dire qu'il y a eu ce phénomène dans les années 60, certes, d'une contre-culture qui est apparue, mais que depuis lors, il y a eu une série de contre-cultures jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire une série de cultures opposées à la culture dominante. Une série de petits dispositifs comme ça, de gens qui disent, finalement, plutôt que de faire la révolution qui n'arrivera jamais, quelle que soit d'ailleurs la révolution à laquelle ils aspirent, on peut essayer de vivre aujourd'hui demain, ce demain hypothétique des temps meilleurs, en bâtissant un réseau. Alors on va aller dans des lieux de vie, on va s'habiller d'une certaine façon, on va écouter certaines musiques, lire certains livres, fréquenter certains endroits, aller sur certains sites internet évidemment, et on peut aujourd'hui effectivement vivre en dehors de cette culture dominante. Alors contre-culture évidemment, ce que vous évoquez c'est tout de suite l'élaboration de contre-sociétés, et ce que vous montrez tout au long de ces années, en partant donc des années 68-70, qui est le premier, j'allais dire, surgissement de ce phénomène des contre-cultures. C'est là aussi où après elles seront théorisées. Vous montrez que, au fond, le cheminement, c'est un cheminement qui va vers l'émiettement et vers presque la groupuscularisation de ce phénomène. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il faut voir il faut prendre le phénomène dans l'histoire. Au fond, le phénomène de contre-culture, c'est quelque chose qui est propre au XXe siècle. Pourquoi? Tout simplement parce que le XXe siècle, c'est le développement technologique absolu et emballé que nous connaissons. Et du coup, c'est l'accès à la culture pour beaucoup de gens et l'accès à l'art. C'est-à-dire qu'avec la vidéo, avec la photocopie, avec l'appareil photo, vous pouvez aujourd'hui être un artiste. Avec votre Mac, vous avez des logiciels qui vous permettent de faire de la musique ou de faire des retouches. C'est le grand apport de l'Internet. Oui, tout à fait. Chaque citoyen est un journaliste, chaque citoyen est aussi un artiste aujourd'hui avec cette démocratisation de l'art, si vous voulez, qui est allée de pair avec le fait que, d'une certaine façon, l'art est sorti des musées, a produit un phénomène global et profond qui traverse le XXe siècle et que nous étudions à travers les mouvements artistiques, Dada, les surréalistes, les situationnistes et beaucoup d'autres mouvements, jusqu'à ce point culminant des années 60 où tout à coup, on voit se constituer face à la culture, à l'époque on disait la culture bourgeoise, on voit se constituer véritablement un phénomène de masse d'abord, c'est-à-dire qu'on est là dans quelque chose, 30 millions de personnes vont être concernées par le phénomène hippie en 1968. C'est considérable, si vous voulez. Et là, on va voir des lieux de vie, évidemment des codes vestimentaires, des restaurants, des villages, des communautés, des écrivains, des peintres, des musiciens. Énormément autour de la musique. Bien sûr. Alors, et ce phénomène va durer jusqu'à la fin des années 70, où là, les temps évoluant, les temps changeant, on va entrer dans une autre époque marquée par le pluriel. Et aujourd'hui, il y a énormément de contre-cultures, mais qui sont autant presque de groupuscules, si j'allais dire. Groupuscules, tribalisation, etc. Voilà. On va y revenir, mais auparavant, je voudrais revenir sur ce phénomène propre aux années donc 70. Ce que vous montrez dans ce livre en même temps, c'est qu'à partir de ces contre-cultures, ou plus exactement, ces contre-cultures ont donné naissance à des mouvements
qui ensuite deviennent les mouvements structurants de la société. Ça, c'est ce qui m'a C'est-à-dire, le plus alors vous fatigué. prenez 3 exemples, en tout cas qui sont Oui, oui. extrêmement frappants. Les femmes, Oui, bah oui. l'émancipation des femmes. C'est énorme. L'écologie aussi, Oui, bien on sûr, oublie bien que sûr, c'est au bien sûr. point de départ, Bien sûr, bien sûr. c'est un phénomène contre-culturel, Voilà, voilà, très précisément voilà. l'écologie. Ouais, Et donc on peut comme ça multiplier. Et Internet. Et évidemment l'Internet, C'est qui incroyable. au tout départ, Qui est un outil contre-culturel qui est parce que utilisé libertaire, par des libertaires. Par définition, l'Internet, c'est ça. Oui, ouvre par des d'autres libertaires qui veulent communiquer en dehors des médias dominants, qui pas avoir une volonté, si vous voulez, de véritablement consciente de bâtir en dehors de la société qui est société qu'il refuse, une contre-société virtuelle dont les valeurs sont les valeurs de l'anarchisme, c'est-à-dire la propriété c'est le vol, il est interdit d'interdire et tout doit être gratuit. Et donc les valeurs d'Internet au départ sont les valeurs de ces pionniers, aujourd'hui qui sont un peu oubliés, mais qui ont effectivement, c'est ça Internet. À partir de là, Internet est devenu cet outil mainstream. Le mouvement des femmes, auparavant, finalement c'est très intéressant parce que c'est le même phénomène, c'est-à-dire que le mouvement des femmes dans son incarnation récente et moderne, c'est ce mouvement de libération des femmes qui est fondé en 68 par quelques femmes extrémistes au fond, qui sont dans cette contre-culture, qui s'oppose à la culture dominante, avec des slogans extrêmes, enfin dont on se rappelle sans doute, certaines allant très très loin, puisque rêvant d'émasculer les hommes, dans le cas de Valérie Solanas, mais enfin évidemment tout le monde ne va pas jusque-là. Et puis ce mouvement va se répandre dans la société progressivement en se diluant. Et moi ce que j'observe et ce qui me paraît intéressant, c'est que lorsque je dis que je vais faire un livre sur des contre-cultures ou que j'en ai fait un, on me dit oui mais alors la contre-culture ça n'existe pas parce que ils se font récupérer tout de suite. C'est-à-dire qu'en fait dès qu'on arrive avec une idée nouvelle, aussitôt les publicitaires vous tombent dessus et c'est récupéré. Mais non, parce que quand on observe le mouvement des femmes, on s'aperçoit qu'en fait le phénomène est inverse. C'est-à-dire que les femmes elles-mêmes s'introduisent dans la société en la récupérant. Au fond, quand la contre-culture est récupérée par la société, au fond les idées de cette contre-culture s'insinuent dans la société, s'insinuent dans le corps social. Le mouvement des femmes, on l'a vu évoluer, partir de cette groupuscularité du MLF jusqu'à devenir une des données fondamentales de l'évolution de notre société. La vraie bataille des temps d'aujourd'hui, la bataille pour l'égalité en fait. Ben voilà, et l'écologie même chose. On part de petits noyaux, l'écologie où les amis de la terre, survivre et vivre. Voilà, où la pollution apparaît comme un élément d'oppression. Au tout début. Vous savez, il y a un texte de 1972 de Guy Debord, qui est le dernier texte de son groupe, l'International Situationniste, dans lequel il dit aujourd'hui le vrai danger, ce n'est plus il y a l'exploitation capitaliste, il ne le dit pas comme ça, mais c'est presque fini. Aujourd'hui, le vrai danger, il appelle ça les nuisances. Et en 1972, il dit le combat fondamental, c'est le combat contre les nuisances, c'est-à-dire le combat en réalité pour l'environnement, le combat contre effectivement toutes ces nuisances environnementales. Alors là, on est dans l'ultra-groupuscularité de la critique de gauche, de l'extrême gauche, si je puis dire. Et ben oui, c'est ça les situationnistes. Et tout ça va se diluer dans la société. Vous avez vu Cancun, vous avez vu aujourd'hui. Vous voyez bien que l'environnement est une notion et puis fondamentale. Le climat est là pour nous rappeler que c'est un. Et ça, c'est passionnant. Parce que de se dire, au fond, parce que vous voyez, moi, je m'intéresse aux marginalités depuis de nombreuses années. Mais pourquoi? Je n'ai pas la passion. J'aime peut-être, j'aurais peut-être dû être entomologiste, je ne sais pas, mais toujours est-il que ce qui m'intéresse, c'est de me dire, n'y a-t-il pas dans ce que j'étudie des idées forces qui risquent ensuite de se répandre? Enfin, c'est passionnant de se dire qu'on est dans des foyers d'éclosion d'un possible futur collectif, au fond. Alors, comme vous le disiez, vous vous intéressez à la marginalité et aux extrémismes. Oui. Et en même temps, dans l'époque que nous vivons aussi, les contre-cultures, en gros, des années 60-70, c'est plutôt marqué à gauche, dans une mouvance plutôt, qui d'ailleurs vont susciter leur réaction, au sens propre du terme, vous l'expliquez bien, c'est le mouvement punk, notamment, qui est au contraire avenir radieux d'un côté, et puis de l'autre, no future, pas d'avenir. Tout à fait. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est l'émergence ou l'apparition sur le devant, parce que c'est toujours intéressant de voir que tous ces mouvements sont souterrains. Ils se diffusent comme ça dans la société de façon... Et puis tout d'un coup, ils surgissent. Aujourd'hui, ce sont des contre-cultures brunes, c'est-à-dire d'extrême droite. Bien sûr, bien sûr. Mais là, on les voit, par exemple, c'est très intéressant. Vous avez vu, lorsqu'il y a eu, c'est tout à fait récemment, ce grand mouvement contre le mariage gay, par exemple. Vous avez vu surgir une nébuleuse à droite absolument fascinante, dans laquelle la droite traditionnelle s'entremêlait, car aujourd'hui les digues ont sauté,
s'entremêlaient avec un grand nombre d'initiatives d'extrême droite. Je ne parlerai même pas de groupuscules. Il y a évidemment les groupuscules qui sont plus ou moins identifiés d'activistes, mais des initiatives. Et vous vous apercevez aujourd'hui, il suffit d'aller par exemple chaque année à la fête des Bleus, Blancs, Rouges du Front National, et là vous voyez, vous découvrez l'existence de boutiques de vêtements, de restaurants, mais plein de restaurants, d'hôtels, de commerçants, de labels discographiques, de librairies. Vous découvrez qu'il est tout à fait possible aujourd'hui de sortir au restaurant, dans un restaurant d'extrême droite, d'acheter ses livres chez un éditeur d'extrême droite, d'aller écouter un groupe de rock d'extrême droite ou de folklore, ou la chanson française, enfin, d'extrême droite, et qu'on peut très bien, comme ça, vivre en vase clos dans un phénomène qui est un phénomène de contre-société. Contre-société. Et pour moi, la contre-société, c'est la projection tangible dans le corps social de ce phénomène de contre-culture que j'étudie. Et alors, ce qui est bien montré aussi dans ce livre, c'est que tout part de petits laboratoires d'idées, dont vous mentionnez les auteurs comme ça, qui forment des espèces de mini think tanks, qui produisent des idées qui ensuite irriguent et qui donnent naissance en effet après à ces mouvements, avec la porosité que l'on connaît aujourd'hui avec la droite traditionnelle. Donc think tank au départ, et le rôle important de la musique aussi. Et notamment du rock identitaire. Donc c'est un peu le même circuit que dans les années passées, sauf qu'aujourd'hui ça se passe sur le dans les frontières, sur le territoire de l'extrême droite. Alors évidemment, on ne peut pas réduire ce phénomène pluriel des contre-cultures à la seule contre-culture d'extrême droite, mais j'ai tenu à la faire figurer dans ce livre, justement pour pas donner une image angélique de la contre-culture. Les hippies, c'était merveilleux et maintenant c'est terminé. Non, je dis, voilà, les contre-cultures aujourd'hui, il y en a qui sont très intéressantes, très positives, puis il y en a qui sont très inquiétantes. Alors dans le cas de l'extrême droite, c'est une longue histoire, cette structuration. C'est vrai que c'est quelque chose qui a été peu observé, mais quand on dit Marine Le Pen a changé, Marine Le Pen s'est modernisée, c'est un processus qui démarre au début des années 70. Vous savez, le travail entamé par des petits laboratoires, notamment par la nouvelle droite d'Alain de Benoît et des gens qui étaient autour de lui et qui souvent ont essaimé dans d'autres directions, est considérable. Tous ces gens-là se sont dit, on est 3 à 4 clampins égarés, on n'a aucun avenir politique devant nous, comment nous ressourcer? Allons chercher des idées chez l'adversaire. Retournons le discours de l'adversaire. Observons-le. Faisons pareil. Ouvrons notre corpus idéologique. Et c'est ce qu'ils ont fait au fil des années. De sorte qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un vrai mouvement. Il est question, j'ai entendu ça récemment, peut-être d'interdire cette espèce de nébuleuse qui s'appelle le printemps français. C'est ridicule. D'abord, difficile d'interdire une nébuleuse parce que de toute façon, ce n'est pas une et puis c'est surtout que l'interdire, il s'en reconstituera une dénommée, je ne sais pas, dénommée l'été français, mais qui sera de même nature. Et puis surtout, c'est ridicule de mettre une couverture sur un phénomène qui de toute façon existe vraiment. L'interdiction, c'est comme dire vous n'existez plus. Ça n'a pas de sens. D'autant plus que ce qui est frappant justement avec l'interdiction peut se justifier quand il y a violence. Oui. Mais ça, à ce moment-là, il faut s'en prendre, non pas à cette nébuleuse, mais aux groupuscules activistes qui sont présents dans la nébuleuse et qui sont parfaitement identifiés. On sait très bien qui sont les militants d'extrême droite qui font des violences aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes d'une ville à l'autre. Enfin bon, c'est évidemment un sujet particulier que je connais bien également, mais ces groupes-là, on peut, s'en prendre à eux. Encore qu'à mon avis, ça ne sert à rien puisqu'ils se reformeront dans la semaine qui vient, certains militants en profitant pour passer dans une sorte de semi-clandestinité. Donc ce n'est pas très prolifique. Mais encore une fois, dans ce phénomène qui est visible à l'extrême droite aujourd'hui, qui surgit comme ça sur le devant de la scène, le fil qui rapproche, enfin pas le fil conducteur, mais disons la référence commune avec une mouvance qui peut être plus proche de la gauche, c'est Gramsci. Et c'est l'idée qu'au fond, que la politique suit la culture et que la bataille des idées, et pas seulement des idées d'ailleurs, parce que dans contre-culture, il y a aussi comportement. Il n'y a pas que les idées, il y a tout le paysage que vous décrivez, précède la façon dont la politique peut se mettre en place. Mais ça, c'est une idée géniale qu'a eu Gramsci, et c'est une idée qui a été reprise à l'extrême droite, c'est de se dire, au fond, politiquement parlant, on n'a aucun avenir, donc essayons d'occuper ce terrain culturel. Et comment l'occuper, finalement? Vous savez, Guy Debord, à l'extrême gauche, lui avait dit, comment lutter contre cette culture dominante en étant David contre Goliath. Goliath, c'est la culture dominante, David, c'est une petite maison d'édition, en l'occurrence les éditions Champs Libres, avec Gérard Lebovici, et il concevait chacun des livres qu'il
faisait publier comme les pièces d'un puzzle visant à faire douter. Donc vous voyez, c'est ça la contre-culture au fond. C'est cette idée-là, avec ce réseau de petites maisons d'édition d'extrême droite, là pour le coup. Vous en recensez une cinquantaine Ah oui, de une maisons cinquantaine. d'édition d'extrême droite. Mais ça n'arrête surprenant pas. parce que personne ne sait ça, mais là on le découvre. Mais bien sûr, écoutez, vous avez vu qu'il y a 2 jours ou 3 jours, il y a un écrivain d'extrême droite qui est allé se suicider à Notre-Dame, Dominique Vénère. C'est un homme qui était au carrefour de tout ça. Dominique Vénère était un ancien leader d'extrême droite historique, mais qui était au cœur de plein de petites maisons d'édition, qui se faisait éditer chez plein de petits éditeurs de cette nature-là, dans une espèce de maquis culturel en dehors de la culture officielle. Vous savez, ces 50 éditeurs, aucun n'est jamais chroniqué dans les grands journaux. Et pourtant, il y a des choses intéressantes. Parce que c'est peut-être là où il faut prendre les... Vous voyez, il faut être prudent. C'est-à-dire que dans cette espèce si on reste sur cette contre-culture d'extrême droite, qui n'est qu'une petite contre-culture parmi d'autres, aujourd'hui, il y a des gens de talent. On peut partager leurs idées, mais ils ont du style. Il y a un style à la Léon Bloy. Il y a, par exemple, dans les musiques d'extrême droite, si vous voulez, il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années, c'était le rock skinhead. Donc un rock d'une lourdeur et d'une médiocrité extrême. C'était évidemment de l'ordre de la provocation adolescente de l'écouter. Mais les choses ont changé. Aujourd'hui, vous avez des musiciens expérimentaux, des groupes expérimentaux. Vous avez véritablement des gens de talent. Alors de talent, c'est pas non plus Bach et Mozart, mais il y a quand même une certaine quête de qualité, et c'est normal dans la mesure où finalement tous ces lieux marginaux, quelles que soient les idées qu'ils défendent, sont les lieux où vont apparaître des créateurs hors normes, et ce sont les créateurs hors normes qui font avancer les choses. Qui risquent, pour certains, qui risquent de faire la norme de demain. Mais oui, parce qu'il y a malheureusement, mais dans le bon sens, si vous allez de l'autre côté, vous avez parmi les lointains descendants de Guy Debord aujourd'hui, toute une mouvance, on pourrait dire primitiviste, c'est-à-dire qui lutte contre la technologie en disant on va trop loin dans la technologie. Et là, vous avez des maisons d'édition comme par exemple l'Encyclopédie des nuisances de feu Raimé Samproun, le fils de Georges Samproun. C'est d'un niveau littéraire étonnant. Vous voyez, donc là, vous avez des auteurs qu'on ne connaît pas, qui sont des auteurs passionnants. En tout cas, il faut regarder ça de très près parce que souvent, à partir de ces petites idées de départ, arrivent les normes de demain, et en partie celle d'ailleurs d'aujourd'hui. Donc je renvoie à cet ouvrage collectif que vous avez piloté, donc Christophe Bourseiller avec Olivier Penaud-Lacassagne, qui s'appelle Les Contre-cultures et qui est édité aux éditions du CNRS. Merci Christophe Bourseiller, merci. Camille Peunier, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous enseignez la sociologie à Paris 8. Et vous êtes l'auteur d'un petit ouvrage qui s'appelle Le destin au berceau. C'est édité par les cahiers, non pas les cahiers de la République, mais la République des idées, pardon. C'est édité au Seuil, en fait. Oui. Et vous aviez écrit il y a 3 ans ou 4 ans un livre qui avait marqué les esprits qui s'appelait Le déclassement, et qui attirait l'attention sur à la fois le sentiment et la réalité du déclassement qui touche une partie de la classe moyenne, phénomène général en Europe, mais vous étudiez ça plus sous l'angle français. Et là, vous reprenez un thème qui est un thème, j'allais dire, assez classique, qui revient régulièrement dans les problématiques, notamment les problématiques politiques, qui est celui de la reproduction. Et donc, voilà, on va voir ce que vous apportez de neuf sur cette réflexion sur la reproduction. Et vous avez notamment, dans ce petit livre, un chapitre sur ce que vous appelez les angles morts de la démocratisation scolaire. Car peut-être l'oublie-t-on trop vite, mais nous avons vécu, toutes ces dernières années, une immense phase de démocratisation très forte, à la fois scolaire, mais surtout universitaire. Et donc, qu'est-ce qui explique ces angles morts? Qu'est-ce qui fait que cette démocratisation phénoménale, massive, ne s'est pas accompagnée, au fond, de la mobilité, et notamment de la mobilité sociale qui serait souhaitable, en tout cas à notre niveau de développement? Voilà, c'est ça en fait la question que j'ai voulu poser dans ce livre, parce que dire effectivement que l'origine sociale a une influence sur nos parcours, c'est ni véritablement nouveau, ni très surprenant. Par contre, j'ai voulu me demander pourquoi
cette reproduction se maintenait avec autant de force alors que l'école s'était assez largement massifiée. En fait, il faut distinguer deux mots. De fait, en France, au cours des dernières décennies, l'école s'est vraiment massifiée. La génération qui était née en 1950, lorsqu'elle arrive à l'âge de l'entrée en 6e, en 1962, il y a moins de 4 enfants sur 10 qui rentrent en 6e. Donc on mesure le chemin parcouru. Les enfants des classes populaires ont d'abord accédé au collège dans les années 60, puis au lycée dans les années 80, avec la politique des 80% au bac, et maintenant à l'université. À l'université, un certain nombre d'entre eux sont présents. Et pourtant, la mobilité sociale n'a pas progressé. C'est pour ça que je parle des angles morts de la démocratisation scolaire. Alors à quoi mesurez-vous cette permanence de la reproduction ou cette insuffisante mobilité sociale? Quels sont les paramètres qu'il faut regarder et qui font que vous concluez à cette quasi-stagnation? Alors, le chiffre que je donne dans le livre, qui est tiré des données de l'INSEE, c'est qu'aujourd'hui, il y a 70% des enfants d'ouvriers qui ont terminé leurs études depuis quelques années, qui exercent un emploi d'ouvrier ou d'employé, c'est-à-dire un emploi d'exécution. Et puis à l'autre bout de l'échelle sociale, il y a 70% des enfants de cadres ou d'enseignants ou de professions libérales qui, eux, exercent un emploi d'encadrement quelques années après la fin de leurs études. Donc la proportion qu'on peut avoir en tête, c'est 7 sur 10 en fait. Et c'est quelque chose qui me semble très important, qui a très peu diminué au cours des 30 dernières années, alors même que l'école s'est beaucoup développée. Et c'est la question que la société française doit se poser, puisqu'il y a une sorte de paradoxe. On voit cette reproduction des inégalités qui se maintient, et pourtant des discours du mérite qui sont de plus en plus présents. C'est-à-dire, voilà, on a l'impression effectivement que quand on veut, on peut. C'est un slogan qu'on entend souvent. Or, ce que je montre dans ce livre, encore une fois, c'est qu'une telle permanence de la reproduction, ça montre bien que ce slogan a des limites et que, bien sûr, il y a des trajectoires de vraie promotion sociale chez les enfants des classes populaires, mais que la réalité statistique, c'est cette forte reproduction. Alors, comment vous expliquez ces mécanismes-là de permanence de la reproduction? Parce que quand vous montrez très bien d'ailleurs que, au fond, on vit sous l'empire de l'idéologie du mérite et du mérite individuel de plus en plus, et que d'ailleurs la société vous renvoie à vos propres défauts si vous n'y arrivez pas d'une certaine façon. Mais comment expliquez-vous cette permanence? Est-ce que ce n'est pas tout simplement le conservatisme du corps social lui-même qui fait obstacle à ce qu'il y ait davantage de mobilité? Peut-être parce que justement, chacun, dans sa catégorie, aspire à reproduire pour ses enfants les avantages de cette catégorie, quand il y en a. Bien sûr, les familles favorisées notamment mettent en place des stratégies pour que leurs enfants fréquentent les meilleures écoles, fassent les meilleurs diplômes et puissent effectivement maintenir la position sociale de la famille. Mais à mon sens, encore une fois, ce qu'il faut questionner, c'est l'école, puisqu'on vit dans des sociétés qui ont fait du diplôme l'arme que l'on présente sur le marché du travail et qui permet d'accéder à tel ou tel emploi. Et le principal résultat, qui est étayé par beaucoup de travaux de recherche, c'est que en 30 ans, la compétition pour l'accès au diplôme, dans le fond, elle ne s'est pas démocratisée. Parce que certes, les enfants des classes populaires font plus d'études, mais les enfants des milieux favorisés en font aussi plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Et puis surtout, il y a ce qu'on appelle la filiarisation du système d'enseignement, à savoir que quand on arrive par exemple dans l'enseignement supérieur, selon l'origine sociale, on ne va pas suivre les mêmes filières. Et on sait bien qu'il y a une sorte de hiérarchie du prestige des différentes filières, et notamment cette focalisation très française sur ce que serait l'excellence, à savoir les classes préparatoires et les grandes écoles, et qui sont là, pour le coup, très massivement fréquentées par les élèves issus de milieux favorisés. Pardon, mais parce que les grandes écoles sont malthusiennes. Oui. Je veux dire, c'est quand on regarde le chiffre d'une promotion polytechnique à l'entrée du XXe siècle et qu'on regarde le chiffre à l'entrée du XXIe siècle, il n'y a pas de différence substantielle, alors que la population scolaire et universitaire a explosé, ça n'a plus rien à voir. Absolument. Et quand on compare avec Yale ou des grandes universités américaines, on s'aperçoit à l'inverse, ou le MIT par exemple, on s'aperçoit à l'inverse que les effectifs de ces grandes écoles-là, entre guillemets, américaines, au contraire, se sont beaucoup multipliés, voire démultipliés. Oui, alors c'est un des paradoxes français, c'est-à-dire que si on prend les grandes écoles, on va dire, ça concerne environ 3% des étudiants. Ouais. Et donc, toute l'énergie de la nation est
mis au service de cette question. Comment faire en sorte que davantage de boursiers, que davantage d'enfants des classes populaires aillent dans ces grandes écoles? Alors moi, ce que je réponds souvent, c'est que quand bien même on aura réussi dans plusieurs décennies à faire que les grandes écoles recrutent mieux socialement, c'est-à-dire soient plus aux couleurs de la société, on aura résolu 3% du problème, puisque 95% des étudiants qui poursuivent des études le font dans l'orbite de l'université. Et c'est ce qui est assez désespérant dans la situation actuelle, c'est que l'université fait vraiment figure de parent pauvre du système. C'est-à-dire que les enfants des classes populaires qui font des études, et ils sont minoritaires, il faut le rappeler, aujourd'hui c'est pas du tout la majorité des enfants des classes populaires qui font des études, ça reste une minorité. À l'université, il y a environ 12% d'enfants d'ouvriers. Puis en plus, il faut corriger ça par le taux d'échec à l'université, qui est quand même assez supérieur à... Ah oui. Il est supérieur parce qu'en fait, on s'aperçoit par exemple que l'État va dépenser 3 fois plus pour un élève de classe préparatoire que pour un élève de l'université. Et donc, si à l'université, on était capable de proposer aux étudiants les mêmes conditions d'encadrement, du travail en petits groupes, du tutorat, etc., sans doute ferait-on progresser assez sensiblement le taux de réussite. Mais malheureusement, en France, on considère que les premiers cycles universitaires, c'est pas très important et qu'on fera progresser la démocratisation quand les grandes écoles recruteront de manière moins inégale, alors qu'on se trompe en fait. La réalité de la massification scolaire parvenue dans l'enseignement supérieur, c'est l'université, c'est les premiers cycles universitaires. Alors quand on est comme vous, chercheur, enseignant, mais aussi d'idéologie, j'allais dire, social-démocrate, comment on réagit face à une réalité pareille? Qu'est-ce qu'on peut tracer comme perspective, comme voie de recherche, comme voie de solution, si l'on admet l'idée que la mobilité est essentielle pour j'allais dire, la bonne cohésion d'une société? Absolument, c'est ça. Et pour son progrès également. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'une telle reproduction des inégalités, ça finit par saper les fondements de la cohésion sociale et même de la démocratie réelle de notre société. Alors, moi, je pense que la définition de l'égalité dans des sociétés du XXIe siècle qui sont quand même assez largement écartelées par la mondialisation, c'est de faire en sorte que le plus possible, rien ne soit jamais définitivement figé. Or, on a un système en France dans lequel le diplôme obtenu à l'issue de la formation initiale a une importance démesurée. C'est-à-dire qu'à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, selon l'âge auquel vous quittez l'école, le chemin est presque tracé puisqu'il y a très peu de deuxième chance en France. La formation continue, la formation professionnelle en France, elle profite surtout aux cadres et moins aux ouvriers. C'est-à-dire qu'elle vient redoubler les inégalités issues de la formation initiale. Et donc je pense que la piste sur laquelle il faut réfléchir, c'est d'abord rendre l'école plus démocratique. Essayer de lutter contre cette reproduction des inégalités à l'école. Et puis ensuite, quand bien même la formation initiale serait moins injuste, serait plus démocratique, serait plus méritocratique, eh bien, multiplier les moments de formation tout au long de la vie. Alors moi, j'appartiens à une génération qui, depuis qu'elle est née, entend parler de sécurité sociale professionnelle, sécurisation des parcours. C'est une idée qu'on entend depuis déjà un certain temps, mais qui est liée au chômage de masse, en fait. Absolument, mais il serait temps vraiment de mettre un contenu. Et c'est pour ça que dans le livre, je parle de certaines expériences qui sont faites dans certains pays scandinaves, où on a un vrai dispositif universel d'accès à la formation, où la formation initiale est beaucoup mieux couplée avec la formation continue, et il n'y a pas de hasard. C'est dans ces sociétés qu'on a la mobilité sociale la plus forte. Alors je ne dis pas qu'il faut transposer, évidemment, terme à terme un modèle, chaque pays a sa spécificité, mais il faut évidemment s'inspirer de ce qui permet ailleurs de desserrer un peu cet étau de la reproduction sociale. Voilà, donc en tout cas, ce petit livre est à la fois bref mais passionnant, nourri de beaucoup de chiffres, qui montre justement la permanence de cette reproduction sociale en France, qui trace, comme vous venez de le faire à très grands traits, quelques pistes de réflexion pour l'avenir. Donc merci Camille Penny. Je rappelle que ça s'appelle « Le destin au berceau ». Tout est évidemment dans le titre. Merci pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Camille Penny et ceux de Christophe Bourseiller. Eh bien, vous avez rendez-vous naturellement à tout moment sur publicsénat.fr.